Cette série aurait vraiment dû s'appeler le syndrome Prison Break. Yo les dos, on m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour vous proposer une petite critique des familles de la Casa de Papel saison 3 que beaucoup d'entre vous attendaient je pense. Alors déjà désolé, on a encore changé de décor, c'est un peu le bordel, on est en plein déménagement, on fait comme on peut. Désolé pour la lumière aussi, c'est la galère pour tourner des vidéos, on va pas se le cacher. Je vais commencer avec les décors et les personnages, parce que c'est vraiment les choses qui m'ont marqué durant cette saison 3, et ça dès le début de la saison 3. On a des plans magnifiques, on est au Portugal, à Florence, à Madrid, sur un cargo, on est en Thaïlande, on est sur une île, alors je sais pas si c'est la Thaïlande ou pas, mais j'en oublie certains, on est à Florence aussi, on est un petit peu partout, et on sent vraiment cette envie des réalisateurs de nous sortir des lieux confinés qu'on avait en saison 1 et 2. En même temps, ils ont disposé d'un très grand budget, je pense, pour cette saison 3, vu tout ce qui nous sort en termes d'artillerie, d'effets spéciaux, mais aussi de pellicules. Ils en ont bien profité du succès des deux premières saisons, ça c'est clair. D'ailleurs, en parlant de lieux confinés, ça joue aussi un rôle énorme dans l'évolution des personnages. On est véritablement dans une télé-réalité, dans le sens positif du terme. Ça veut dire qu'encore une fois, tous les personnages vont être entre eux confinés dans une même pièce ou dans un même endroit. Et donc, les émotions vont exploser, les relations vont se développer, et certaines cas de vérité vont sortir en face de d'autres. Sérieusement, si quelqu'un m'avait dit un jour que Nairobi serait amoureuse de Helsinki, j'y aurais jamais cru. J'ai trouvé ça trop bien. Maintenant, je peux plus attendre, il faut que je vous parle de mon coup de cœur qui est Denver. Denver qui était déjà un personnage très apprécié, je pense, par l'ensemble des fans de la Casa de Papel. Moi, c'est un personnage que j'aimais bien déjà pour son impulsivité, des choses comme ça. Mais là, il a été totalement développé. Le mec, maintenant, c'est un père de famille. Il veut prendre soin de son fils, de sa femme. Il veut pas que son fils grandisse tout seul. Et donc, sa maturité se prononce en termes de choix, mais aussi en termes de dialogue durant cette saison. Il fait par exemple la morale à Rio sur la maturité, en lui disant de grandir un peu, alors je trouvais ça très drôle. Et il a aussi cette relation bien particulière avec l'otage, le spécialiste en réseau, où il lui dit écoute, quand je te donne un ordre, essaie de négocier, comme ça tu vas paraître pour un héros devant la meuf que tu veux pécho. Il lui donne des conseils en amour, et voilà, je trouvais ça super bien, et ça rend le personnage encore plus attachant. Ce sont pour moi les personnages qui sauvent totalement cette saison 3 de la Casa de Papel, qui se veut vraiment répétitive en choix scénaristique, mais aussi très bordélique en termes de timeline. On est constamment obligé de regarder dans le coin de l'écran pour voir 3 ans avant, 2 ans avant, 62 jours avant, les gars, décidez-vous. Voilà, donc on est obligé un petit peu de réfléchir à 2 fois avant de savoir dans quel espace-temps on se situe, avant la fabrique de monnaie, après, entre les deux braquages. Et d'où ce que j'appelle du coup le syndrome Prison Break, à savoir du coup reprendre le même schéma scénaristique, mais le placer dans un contexte, dans des décors ou des personnages différents. Et là on est en plein dedans. Je peux vous prendre par exemple les émotions qui prennent le dessus sur la logique du plan du professeur. Émotion qui était notamment la règle numéro 1, ne pas venir sur le braquage avec un bagage émotionnel. Et là, cette saison, cette règle, c'est pas qu'elle est oubliée, mais elle est totalement inutile, tout le monde s'en bat les reins complètement. Et il y a aussi ce truc du coup de se servir des médias pour passer comme des Robins des Bois. Voilà, ce terme il est beaucoup plus développé en saison 3, et on sent vraiment l'impact médiatique qu'a eu la bande de braqueurs, puisque maintenant tout le monde en parle à l'international plutôt qu'en Espagne. Les mecs, ils ont même placé un dirigeable avec le logo de la bande dessus. Alors moi qui suis en marketing, je vous cache pas que je trouve ça énorme. Et les DOS, on fera ça pour les 300 milliards d'abonnés, je vous le promets, on fera un dirigeable avec ma tête dessus, je trouve ça trop cool. Après, en principe, si j'avais apprécié vraiment les 2 premières saisons, c'était pour ce mystère qui était placé un petit peu entre la relation inspectrice, donc qui est devenue Lisbonne maintenant, et professeur. J'aimais bien cette double personnalité entre mère de famille et négociatrice, et Sergio et inspecteur. Ça rajoutait vraiment une part de mystère, et surtout on avait des cliffhangers de folie parfois entre 2 épisodes, chose un petit peu absente j'ai trouvé cette saison. Je vous cache pas qu'à chaque fois que je relançais un épisode, c'était plus pour continuer la saison que parce que j'étais hypé. Et voilà, du coup le souci c'est que dans cette saison 3,
le professeur va plus laisser place à son alias Sergio, du coup, notamment donc parce qu'il est en concubinage avec Lisbonne. Et du coup, il perd beaucoup en intérêt, je trouve. Il est moins badass, moins charismatique. Et le mec, il est beaucoup plus dépassé par ses émotions. Il fonctionne moins avec sa logique, grande logique qu'il a, puisque durant toute la saison, on nous compare un petit peu le braquage comme un jeu d'échecs. Il nous prend même l'exemple d'un grand échiquier, je sais pas si ça se dit. Et c'est vrai que par contre, le côté drôle que j'ai trouvé, c'est quand on se trouve dans le flashback avant les deux braquages et que tu vois le professeur qui arrive avec tous ses plans, on dirait qu'il sort de fin d'études d'architecture et que Berlin et Palerme, je reviendrai après sur Palerme, lui explique son plan. Et tu vois, le mec, il est totalement perdu, t'as l'impression que c'est un bleu, qu'il est stressé, et on n'avait pas du tout l'habitude de le voir comme ça, ou alors très peu, dans les 2 premières saisons, et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Du coup, je voulais vous parler un petit peu de Palerme, et un petit peu des nouveaux personnages, donc avec Pogota aussi, hein, si j'ai bien retenu son nom, il y en a tellement que ça devient compliqué. Je pense que je suis pas vraiment le seul à penser que Palerme, c'est le Berlin de remplacement, hein. Alors je parle pas de sa place au sein de la bande de braquage, parce que ce sont tous les deux les leaders de la bande à l'intérieur de la banque, mais je suis plus sur par exemple ses dialogues avec quelques envolées lyriques, son côté artistique, son côté distingué un petit peu, son côté sociopathe, faut pas l'oublier, qui est intéressant aussi, et notamment aussi quelques relations qu'il a avec certains membres du groupe ou même avec les otages. Voilà, moi j'appréciais vraiment Berlin. Et pour moi, c'est un petit peu le Berlin discount, hein, Palerme, on va pas se le cacher. On sent vraiment cette volonté des scénaristes de combler le trou. Et du coup, la transition est toute trouvée parce qu'il y a une scène où ils vont parler durant un flashback des excréments de Moscou. Moscou qui est donc remplacé du coup par Pogota. Alors c'est vrai que Pogota, il y a moins de scènes encore qui lui sont attribuées qu'à Moscou, donc on peut moins s'y attacher. Mais ses apparitions sont toujours les mêmes, à savoir assagir un des membres du groupe et bénéficier donc de l'expérience de Pogota qui a quand même genre 7 enfants, qui a voyagé un peu partout et qui a la cinquantaine, voilà, donc il a du vécu, comme Moscou. Et aussi de par sa fonction dans le braquage. Moscou, lui, devait recruter du monde pour creuser un tunnel, donc recruter des otages et creuser un tunnel. Pogota, lui, doit recruter des otages pour ouvrir le coffre. On apprend après du coup que les otages sont des gens qui avaient été recrutés bien avant, mais tout le monde s'en fout d'eux. Il y en a un qui s'appelle Mathias, il a 2-3 apparitions, mais sinon tout le monde s'en fout. Mais c'est vrai que du coup c'est pas mal de pas trop les avoir développés parce qu'on a déjà 2 nouveaux personnages, plus Marseille dont je reviendrai après. Et c'est vrai que développer beaucoup de personnages après, on se retrouve vraiment avec trop de personnages. Et si on est attaché à aucun, ça n'avance pas et nous, on kiffe pas du tout. Nairobi, elle, est toujours au comptage des billets, sauf que là, elle est en pleine fonderie du coup, et elle s'assure un petit peu de l'or qui est fondu, qui est tout ça. Donc elle a un petit peu le même rôle. Bref, je vais vraiment pas vous faire tous les personnages parce qu'il y en a beaucoup trop. J'ai dit vraiment ce qui me semblait le plus intéressant, mais aussi de plus gros. Il y a vraiment un manque de suspense, je trouve, dans cette saison et de mystère. Voilà, cette saison elle est très répétitive et molle. Je m'attendais en fait à ce que Lisbonne, donc l'inspectrice, apporte vraiment un gros plus quant à la négociation des braqueurs, vu qu'elle est ancienne flic et qu'elle connaît toutes les procédures, elle sait comment gérer les choses mieux que le professeur. Mais vu qu'il y a une certaine Alicia qui est complètement starbée et que je sais certains d'entre vous pensent que Alicia est en fait l'ex de Berlin, et que je ne sais pas pourquoi elle serait là, mais il y a une théorie qui dit que Alicia serait Tatiana en fait, si vous avez suivi. Je ne sais pas si j'ai été clair, c'est génial. Mais du coup, cette Alicia / Tatiana en a rien à faire de tous les protocoles. Donc l'inspectrice ne voit rien venir et ne sert à rien, sauf apporter du drama et foutre la merde un petit peu dans la tête du professeur. Ce qui fait que parfois, le professeur réfléchit pas trop et fait des actions qui sont un petit peu genre what the fuck, t'avais tout prévu de base et là tu nous fais ça. Donc voilà, un petit peu déçu de ce côté-là. Je pense que le professeur a raison quand il lui dit que la personne en trop dans la bande c'est elle. C'est exactement vrai, c'est qu'à part foutre sa merde, elle apporte vraiment pas grand-chose et ça je trouve ça dommage. En fait j'ai pas grand-chose à dire, j'ai juste trouvé que cette saison était assez fade. Les personnages ne changent pas trop, sauf certains, Nairobi qui est pas développé du tout, sauf à partir du dernier épisode de la saison 3. Sans déconner, il y a même l'intérieur de la banque
qui ressemble trait pour trait à l'ancienne fabrique de monnaie. On a ce plan avec les gros escaliers et on a même certains plans qui ressemblent vachement. Donc voilà, même en termes de décor, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, on dirait qu'ils ont mis tout leur budget sur les premiers plans pour dire un petit peu que les braqueurs se sont réfugiés sur chaque île, chacun de leur côté, et ils ont mis tout leur budget décor là-dedans, mais je sais pas pourquoi ils ont pris vraiment ce plan avec les escaliers. Pourtant c'est pas ce qui aurait pu manquer, je pense, d'autres décors pour une autre banque, mais bon, je ne sais pas. Je vais quand même parler du plan aquatique que je trouvais assez sympa. Quand ils vont récupérer les lingots avec la pièce qui est vraiment inondée d'eau et qui sont en combi, on a vraiment l'impression du coup d'être dans une station spatiale et de faire de l'exploration spatiale. D'ailleurs je crois qu'il y a Pogota qui fait même la métaphore entre lingots et étoiles, donc je pense que c'était voulu de la part des scénaristes de nous donner vraiment une impression d'exploration spatiale. Ah oui, il est temps de parler de Marseille, le personnage qui avait été utilisé par Netflix France depuis des semaines, donc il y avait beaucoup de gens qui l'attendaient, et en fait ce personnage ne sert encore à rien. Le mec c'est juste une facilité scénaristique, c'est pas un personnage, c'est une facilité scénaristique ce mec, c'est-à-dire qu'il sert juste à éviter à ce que les appels soient interceptés entre les flics et les braqueurs. Mais il sert juste à ça. On a une scène sur lui dans un flashback où on apprend qu'en gros le mec c'est un assassin, mais qu'il est contre la violence envers les animaux vu qu'il veut pas disséquer un cochon. Et c'est tout. Voilà, donc j'en ai un petit peu terminé avec cette critique. Vous avez vu, pas grand chose à dire. Je suis assez déçu globalement de cette saison 3. Pas trop de surprises, peu de suspense et des personnages peu développés à part un ou deux. Je verrai si je vois des théories sympas par contre pour la saison 4, parce que je sais que pas mal d'entre vous réfléchissent à ce qui va se passer dans la prochaine saison, et je pense que ça peut être sympa de vous mettre en avant aussi, de les raconter, et si j'en trouve une pertinente, pourquoi pas vraiment d'expliquer tout ça. N'oubliez pas les dos que je suis aussi dispo sur Instagram pour des anecdotes quotidiennes de tournage de vos films et séries préférés. Suivez-moi également sur Twitter pour des making-of YouTube, des gifs, des coups de gueule, des coups de cœur. Et je vous dis sûrement à dans quelques jours. Des bisous les dos, prenez soin de vous. Des bisous, des bisous.